Merci Leïla. 10 victoires pour Rafael Nadal. 19h30, merci de nous rejoindre et d'avoir choisi France 2 pour vivre ce nouveau verdict des Français avec cette soirée spéciale consacrée aux résultats du premier tour des élections législatives. 47 millions de Français appelés à faire le choix de leurs députés pour les 5 ans à venir. Quelle sera la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale au terme d'une année politique hors norme? Jusqu'où ira la recomposition de notre paysage politique? Dans 30 minutes maintenant, avec Léa Salamé, on va vous faire vivre tout cela, les premières estimations, les premiers résultats génériques. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Dès 20h, vous pourrez découvrir les résultats de vos circonscriptions. On retrouvera l'ensemble de nos envoyés spéciaux, les grands duels, les triangulaires potentiels, les premières réactions avec l'ensemble de nos invités. Nous serons en direct du Palais de l'Élysée où l'on suit bien sûr avec beaucoup d'intérêt cette majorité qui va se dessiner. C'est l'avenir du programme du président de la République qui se joue également ce soir. C'est le tout premier indicateur de ce premier tour et il n'est pas du tout anecdotique. C'est le chiffre de l'abstention et elle est très très importante, historique même. Vous le voyez, 50,2%. En 2012, elle était de 42,8%. Il s'agissait déjà d'un record. Dans quelques minutes seulement, nous découvrirons ensemble ici ces premières estimations nationales et les premiers résultats avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Dans 30 minutes maintenant, le verdict de ce premier tour et l'ensemble des QG, des partis politiques qui s'interrogent forcément sur cette volonté des Français depuis le début de l'année, depuis les primaires, de renverser la table. Avant cela, un détour avec vous, Marie-Sophie Lacaro, vers le dispositif Ipsos Soprasteria. Marie-Sophie, vous êtes avec Brice Teinturier. Absolument Laurent, je suis dans les coulisses, dans l'arrière-boutique, en quelque sorte, de notre grande soirée électorale concernant les estimations et les résultats que vous attendez. Eh bien clairement, c'est ici que tout se passe. Cette salle se trouve juste à côté de notre grand plateau. Une quarantaine de personnes y sont en lien direct avec le terrain. C'est une chaîne invisible et pour comprendre comment tout cela fonctionne, eh bien on va d'abord retrouver Camille Gutin. Elle est dans un bureau de vote de Seine-et-Marne. Eh bien écoutez, dans le bureau de vote où je me trouve, le dépouillement a déjà commencé. Il est supervisé par un référent, c'est lui qui est en contact avec l'Institut de sondage. Alors dites-nous, comment ça se passe ? Donc on a en fait un premier appel à effectuer vers 17h, une heure avant la fermeture du bureau de vote, où on va communiquer le nombre d'inscrits sur la liste des votants. Une heure plus tard, à la fermeture du bureau de vote, à 18h, on va leur communiquer le nombre de votants. Ensuite, aux 200 premiers bulletins dépouillés, on a pour chacun des candidats déjà un nombre de voix par individu. On communique ces résultats-là de façon à ce qu'ils aient une première estimation et la plus rapidement possible. Voilà. Donc vous le voyez, il y a de la technologie mais aussi beaucoup d'artisanat dans la fabrication de ces estimations. Oui, et ces résultats donc arrivent ici dans cette fameuse salle. Brice Teinturier, que se passe-t-il alors ? Eh bien, dans cette salle, nous allons faire l'estimation des rapports de force en voix. En réalité, nous avons 593 bureaux de vote, comparables à celui que vous avez montré, où quelqu'un nous fait remonter les premiers résultats dépouillés à partir de 18h30, 18h40. Ces résultats sont agrégés et ils passent ensuite dans une chaîne d'estimation. Vous avez ici les estimateurs qui tiennent compte de tous les paramètres qu'il faut prendre en compte parce que ce sont des bureaux de vote à 18h ou à 19h, forcément, qui sont typés. Et c'est cette chaîne d'estimation qui nous donne à 20h les rapports de force en voix que nous pouvons donner aux auditeurs. Et alors ensuite, comment Ipsos fabrique cette fameuse projection en siège parti par parti ? Alors ça, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut passer effectivement des rapports de force nationaux en voix à une simulation en siège. Alors, nous tenons compte des 577 circonscriptions, de leur historique électoral, c'est-à-dire que nous repartons des résultats de 2012, mais également de 2017, pour tenir compte de la nouvelle offre politique qu'il y a, par exemple, avec La République En Marche ou la France Insoumise. On tient compte dans chacune de ces circonscriptions de l'offre réelle de candidats, du fait de savoir s'il y a un député sortant qui s'est représenté ou pas. Et puis, on applique les résultats donc nationaux en voix qu'on a mesurés. Et ensuite, il nous manque encore une information, c'est comment vont se comporter les électeurs qui, au premier tour, ont voté pour un candidat qui ne sera pas qualifié pour le second tour. Et ça, ce sont des reports que nous avons grâce à des sondages. On a testé une douzaine de configurations, des duels, des triangulaires, différents duels. Et quand on agrège l'ensemble de ces paramètres, dans un modèle de simulation, on arrive à avoir une projection, une simulation en siège de ce que pourrait
donner ces rapports de force. Mais c'est très sensible, ça dépend de paramètres où il faut faire très attention, l'abstention et l'évolution des reports de voix entre le premier et le second tour. Donc c'est une simulation sous forme de fourchette et qui est très sensible à ce qui va se passer entre les deux tours. Une sacrée machinerie. Merci beaucoup, Brice. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. Priorité aux résultats ce soir, mais arrêtons-nous également sur quelques clés pour comprendre d'abord le mode de scrutin de ces élections législatives. Il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Pour remporter cette élection, il y a 2 possibilités. La première, rare, il faut le reconnaître, si un candidat obtient plus de 50% des suffrages dès le premier tour, il est élu. Et dans ce cas, il n'y a pas de second tour dans cette circonscription. Deuxième possibilité, aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour. Dans ce cas, seuls ceux qui ont obtenu plus de 12,5% des électeurs inscrits accèdent au second tour. 12,5% des inscrits et non pas des votants. Cela veut dire que le taux de participation détermine si 2, 3 ou 4 candidats auront la possibilité de se maintenir. On parle alors de triangulaire ou de quadrangulaire. Au deuxième tour, c'est alors le ou la candidate qui obtient le plus de voix qui l'emportera. Voilà pour ce décodage du mode de scrutin de ces élections. On va tout de suite repartir dans une circonscription. Parmi les 7882 candidats, vous le savez, plusieurs membres du gouvernement, 6 ministres jouent dès ce soir leur avenir politique. En cas d'échec, ils ne resteront pas en place. C'est le message du président de la République et du Premier ministre Édouard Philippe. Et les observateurs suivent de très près, notamment l'un d'eux. Direction tout de suite Châteaulin, dans le Finistère. On va retrouver Thomas Paga. Thomas, vous êtes dans le fief de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui se présente devant les électeurs au terme d'une séquence, on peut le dire, assez mouvementée. Oui, campagne difficile pour Richard Ferrand, mise en cause dans les affaires immobilières de sa compagne, puis pour des emplois de son fils et d'un proche comme attaché parlementaire. Difficile de dire si ces soupçons vont peser jusqu'à l'empêcher d'accéder au second tour dans cette circonscription où il partait favori. Certains parlent de casserole et disent avoir renoncé à voter pour lui. D'autres maintiennent leur confiance au ministre et parlent de simples rumeurs. Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont soutenu Richard Ferrand, affirmant que les électeurs seraient les seuls juges de paix dans cette affaire. Eh bien, leur verdict sera au moins en partie rendu dès ce soir. Merci à vous Thomas. L'enjeu principal de la soirée, vous l'aurez compris, c'est de savoir quelle sera l'ampleur du renouvellement voulu par Emmanuel Macron. En clair, va-t-on assister ce soir à un moment historique où on va voir le remplacement total ou presque de la classe politique française? Réponse à 20h dans un peu plus de 20 minutes. Et laissez-moi vous présenter à présent les invités qui réagiront à partir de 20h pile sur ce plateau ou en duplex avec nous. Nous serons avec Marine Le Pen qui brigue un nouveau mandat à Hénin-Beaumont. Également 3 ministres ou secrétaires d'État qui jouent leur survie et leur avenir politique ce soir. Mounir Mahjoubi, Annick Girardin et Bruno Le Maire seront également avec nous pour la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Daniel Simonet, et puis Thierry Solaire pour LR et Julien Drey pour le Parti Socialiste. Vont également réagir ce soir dans notre soirée des législatives. 2 visages, 2 proches d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux et Christophe Castaner pour En Marche, Pierre Laurent pour le Parti communiste français, pour le PS, Aurélie Filippetti, Juliette Madel et Jérôme Guedj. Et puis pour le Front National, Nicolas Bay et David Racheline seront avec nous. Vous connaissez la règle très stricte édictée par Emmanuel Macron. Ceux qui ne seront pas élus ce soir ne pourront pas rester au gouvernement. Qu'en sera-t-il pour l'un des ministres les plus importants de ce gouvernement, le ministre de l'économie? Bruno Le Maire brigue un 3e mandat dans l'heure. Anne-Charlotte Iné, vous êtes à Évreux. Bruno Le Maire est-il en passe de gagner son pari? C'est effectivement ce qu'espèrent ces partisans réunis ce soir dans ce bar d'Évreux, plutôt confiants. Un défi pour Bruno Le Maire, arriver en tête de ce premier tour comme en 2012, mais cette fois sous la bannière de la République En Marche qu'il a fraîchement ralliée et non plus sous la bannière des Républicains comme pour ses 2 précédents mandats. Est-ce que ces électeurs vont suivre? C'est toute la question ce soir. En tout cas, dans cette première circonscription de l'heure, on a peu voté Emmanuel Macron lors de la présidentielle, davantage Marine Le Pen, et sachez également que les Républicains ont placé une candidate face à Bruno Le Maire. Les bureaux de vote ont fermé à 18h et on attend le ministre de l'économie aux alentours de 20h30 ici pour une brève déclaration devant ses partisans.
Merci beaucoup Anne-Charlotte. Autre ministre qui joue sa place ce soir, c'est la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle a 52 ans, elle est candidate à Saint-Pierre et Miquelon sous l'étiquette Cap sur l'avenir. On va retrouver Isabelle Thomelin sur place. Isabelle, la ministre avait enregistré un très bon score en 2012. On attend le verdict de ce premier tour sous l'étiquette du Parti radical de gauche également. Alors effectivement, Laurent, l'enjeu est de taille pour Annick Girardin. La députée sortante est habituée à remporter les législatives dès le premier tour. Ça a été le cas en 2012 avec 65,5% des voix et en 2014 avec 60% des suffrages exprimés. Alors cette fois, la donne est différente. Face à elle, Robert Langlois de la France Insoumise, parti qui a remporté le premier tour de la présidentielle ici dans l'Archipel. Et puis Stéphane Lenormand d'Archipel Demain, mouvement politique local largement plébiscité lors des territoriales en mars dernier puisqu'il a remporté 70,17% des voix. Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements et du suspense puisque vous l'avez dit, Annick Girardin, si elle ne remporte pas cette élection, devra démissionner du gouvernement. Merci à vous Isabelle. Autre ministre qui joue donc ce soir son poste. Soirée importante pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Il brigue un nouveau mandat à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Anthony Joly, vous êtes sur place. On imagine que c'est très proche d'Emmanuel Macron, suit les premières tendances avec attention. Absolument, Christophe Castaner, le député sortant, élu sous les couleurs du Parti socialiste en 2012 et aujourd'hui candidat de La République En Marche, une circonscription qui, au premier tour de l'élection présidentielle, n'a pas voté pour Emmanuel Macron, ne l'a pas placé en tête. Les électeurs lui ont préféré Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, donc ça ne va pas être une élection simple à gagner pour Christophe Castaner. Deux motifs d'espoir néanmoins. Le premier, profiter de la dynamique En Marche née de l'élection présidentielle, et puis deuxième motif d'espoir, profiter de la division de la droite, puisque 4 candidats de la droite se sont présentés ici. Merci Anthony. Dans 20 minutes, on connaîtra le résultat, les premières estimations. Arrêtons-nous maintenant avec Nicolas Châteauneuf sur l'agenda type d'un parlementaire. Bref, à quoi ressemble la vie et les usages qui s'appliquent à un député dans l'hémicycle. On regarde tout cela avec lui. Oui Laurent, dans quelques jours, les députés nouvellement élus vont prendre place dans cet hémicycle sous l'impressionnante coupole de l'Assemblée nationale que vous voyez au-dessus de ma tête. Lors de la première séance solennelle, les députés seront assis dans l'hémicycle par ordre alphabétique. L'élu le plus âgé, assisté des 6 plus jeunes députés, va organiser l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le 4e personnage de l'État va prendre place ensuite sur le perchoir. Au centre, ici, en rouge sur la maquette, c'est de là qu'il dirige les débats. Il est toujours issu de la majorité politique et il veille à l'application du règlement de l'Assemblée. Par exemple, la tenue vestimentaire, elle doit être respectueuse. Pour les hommes, c'est veste et cravate obligatoires. Pour les femmes, pas de décolleté trop prononcé, de jupe qui remonte au-dessus des genoux ou bien de bras nus. Alors comment sont placés les députés ? Chaque groupe politique de 15 députés minimum se voit attribuer des places dans l'hémicycle de gauche à droite en fonction de la couleur politique. Les poids lourds ont plutôt tendance à prendre les places du bas parce qu'ils sont plus proches des caméras et des photographes, alors que les juniors, eux, peuplent plutôt les travées tout en haut. Voici derrière moi les places qui sont réservées au gouvernement. Premier ministre, ministre, conseiller, c'est de là que vous les voyez empoigner le micro tous les mercredis en direct à la télévision pour répondre aux questions des députés. Et comment se déroule un vote ? Il y a 3 options. À main levée, par bulletin dans une urne ou bien avec un boîtier électronique. Ce boîtier est encastré dans le pupitre des députés. Il y a 3 boutons, pour, contre, abstention. Et chaque député peut voter pour un seul de ses confrères absents. Ça n'empêche pas les abus puisqu'il y a 4 ans, un texte avait réuni plus de 148 votes alors que seuls 60 députés étaient présents. Enfin, il ne faut pas oublier les huissiers qui contrôlent l'accès à l'hémicycle et font circuler les messages entre les députés. En tout, près de 1300 fonctionnaires travaillent à l'Assemblée nationale pour assurer le bon déroulement de la démocratie parlementaire. Merci à vous Nicolas. Une grande question de la soirée concernera le Parti socialiste. Va-t-il vivre ce soir une soirée catastrophique ? Il pourrait perdre près de 250 députés. Parmi eux, Aurélie Filippetti, ex-ministre de la Culture, ex-porte-parole de Benoît Hamon pendant la présidentielle. Elle est candidate à Metz, où vous vous trouvez, Angélique Etienne. Est-ce qu'à l'image du PS au niveau national, ça s'annonce difficile pour Aurélie Filippetti ?
Oui, cette élection risque aussi d'être compliquée pour Aurélie Filippetti. Il y a 5 ans, elle avait été largement réélue avec 60% des voix. Mais voilà, aujourd'hui, elle a face à elle Belkir Belhaddad. C'est le candidat investi de La République En Marche. C'est un ancien du Parti Socialiste. Ils sont tous les deux conseillers municipaux au sein de la même majorité au conseil municipal de Metz. C'est donc son principal adversaire. Autre difficulté pour elle, le haut score du Front National, notamment dans l'ancien bassin minier. Un bassin minier où le score du Front National n'a cessé de progresser au fur et à mesure des élections, jusqu'à atteindre parfois 50%, par exemple à Amnéville il y a un mois. Merci à vous Angélique, on reste en Moselle. Autre personnalité qui vit une soirée importante ce soir, Florian Philippot, vice-président du Front National. Il se présente pour la 2e fois à Forbach, où vous vous trouvez, Manuel Tissier. Où est Florian Philippot en ce moment ? Oui, Florian Philippot est attendu là dans quelques secondes ici dans cette brasserie du centre-ville de Forbach pour participer à la soirée électorale de ses supporters et de ses équipes avec un double enjeu pour le vice-président du Front National. D'abord un enjeu collectif, confirmer le bon score de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, est arrivé en tête de sa circonscription. Et puis un enjeu plus personnel puisqu'il est très contesté, Florian Philippot, au sein même de son parti. Et une défaite le fragiliserait grandement dans la recomposition à venir du FN. Mais avec 17 candidats en course ici dans cette 6e circonscription de Moselle et une participation très faible, 5 points de moins à 17h qu'au niveau national, eh bien le défi s'annonce difficile à relever. Merci Manuel. Les choses avancent, on vient d'en parler à l'instant avec Nathalie Saint-Cric. Autre point clé ce soir qui est observé de près, notamment du côté de la rue de Solferino. C'est la 6e circonscription du Rhône. On retrouve à Lyon Benoît Gadret. Bonsoir Benoît, c'est là que Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation du gouvernement Hollande, va tenter de se faire élire au Palais Bourbon face à une candidature de La République En Marche, un pari qui s'annonce complexe. Oui, Najat Vallaud-Belkacem joue en grande partie ce soir son avenir politique. Elle est restée fidèle au Parti Socialiste. Elle se présente à Villeurbanne, un bastion historiquement de gauche. Une circonscription qui paraissait très facile a priori. C'était presque du sur-mesure pour elle, mais c'était sans compter la vague Macron. Le mouvement En Marche, mené ici par l'homme fort de la région, Gérard Collomb, présente un candidat, Bruno Model, un chef d'entreprise. Et le scrutin s'annonce très très incertain. Si l'ancienne ministre échoue, elle se retrouvera sans aucun mandat. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve tout à l'heure, il est 19h47, dans moins de 15 minutes maintenant, nous découvrirons quel visage se dessine à l'Assemblée nationale au terme de ce premier tour. Qui obtiendra la majorité? On suit cela de très près du côté du Palais de l'Élysée, mais également chez les Républicains, au Parti Socialiste, au siège de La République En Marche, chez les Insoumis et également au Front National. Comme pour la présidentielle, ce sont ces milliers de bulletins qui symboliquement se dirigeront vers le studio virtuel et nous découvrirons ensemble ces premières estimations dans moins de 15 minutes maintenant. En attendant, on va retrouver Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie, expliquez-nous ce dispositif, comment chacun peut trouver ce soir les estimations de sa circonscription. Alors c'est très facile. Pour cela, vous allez sur notre site internet ou notre application France Info et tout en haut de la page, eh bien, vous allez chercher cet onglet. Très précisément, ici, à partir de 20h, vous écrivez le nom de votre circonscription, le nom de votre commune, celle où vous êtes né, celle où vous avez grandi, celle où vous vivez, et vous trouverez le résultat qui vous intéresse. Une fois que vous aurez fait cela, eh bien, peut-être que vous vous laisserez tenter par autre chose, une autre manière de vivre cette soirée. C'est aussi sur notre site internet. Vous irez chercher le live France Info. Et là, vous avez des informations qui tombent toutes les minutes, des tweets qui concernent ce premier tour des élections législatives. Vous pouvez poser des questions. Nos journalistes vous répondent. Il y a une petite anecdote à vous signaler. Vous savez que pour poster un tweet, il faut un hashtag. Eh bien, en ce moment, il y a un hashtag avec une faute qui circule, législative, au lieu de législative. Dommage. Merci Marie-Sophie, franceinfo.fr. La suite, c'est avec vous Léa. On part maintenant à Montpellier, je crois. Oui, on poursuit notre tour des grandes capitales régionales. Montpellier, une ville où le maire est un proche d'Emmanuel Macron, mais aussi une ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon largement en tête au premier tour de la présidentielle. Alors, est-ce que le succès de la France insoumise sera encore au rendez-vous ce soir de ces législatives? Anne Demy nous donne la température à Montpellier. C'est toute la question ici, effectivement. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, a priori favori à Montpellier, va réussir à transformer l'essai, sachant qu'en effet, il est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles avec un peu plus de 31% des voix. Donc oui, sur le papier, la France insoumise peut l'emporter, d'autant plus que Montpellier est une ville où traditionnellement on vote à gauche, toute élection confondue. Sauf qu'à l'heure où on se parle, eh bien, rien n'est fait, d'autant moins que ici aussi dans l'Hérault, on a moins voté qu'en 2012, 40,43% pour le taux de participation à 17h, contre
un peu plus de 56% en 2012 à la même heure. Merci Anne. Direction maintenant Nice. On va retrouver sur place Olivier Théron. Olivier, il y a un duel entre deux hommes forts de la ville. Éric Ciotti, président du conseil départemental qui brigue un 3e mandat dans la première circonscription, et le maire de la ville, Christian Estrosi, qui n'est pas candidat, mais qui est très actif. Oui, on peut même parler de duel à distance entre ces hommes forts des Républicains dans les Alpes-Maritimes. Christian Estrosi n'est pas candidat, mais il a confié sa circonscription, la 5e, à Marine Brenier. Et comme un fait exprès, République En Marche n'a mis aucun candidat en face. Une absence qui peut laisser penser qu'il y a eu des rapprochements entre le mouvement du président de la République et Christian Estrosi. À l'inverse, Éric Ciotti va lutter pour conserver son mandat face à une candidate En Marche, Caroline Reverso-Megnetti, adoubée par 2 ministres pendant la campagne. Cette première circonscription des Alpes-Maritimes va véritablement être un test pour les Républicains réputés intouchables ici à Nice. Merci à vous, Olivier. De Nice, on part à présent à Bordeaux. Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de la droite, n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir les candidats LR un peu partout dans l'Hexagone. Mais c'est pourtant une vague La République En Marche qui pourrait déferler sur Bordeaux et ses alentours ce soir. David Bazier, quelle est l'ambiance en Gironde ? Eh bien, Alain Juppé, il y a quelques minutes, vient d'arriver dans la mairie pour aller écouter les résultats dans son bureau. Mais c'est vrai, que ce soit dans sa ville de Bordeaux ou dans le reste de la Gironde, c'est une vague La République En Marche qui s'annonce. Mais ceux qui ont plus à y perdre ce soir, ce sont les socialistes de Gironde. Car ils détiennent aujourd'hui 10 circonscriptions sur 12. Et le mauvais score de Benoît Hamon à la présidentielle, le fait aussi que 5 candidats sortants PS bien ancrés ne se représentent pas, font que les socialistes girondins ce soir craignent le pire. On ira tout à l'heure à Bordeaux. Merci Olivier. Direction maintenant Lille. On retrouve sur place Barbara Six pour faire le point sur des affrontements clés. Dans la première circonscription du Nord, d'abord le fief de Martine-Aubry. Les grands partis historiques vont-ils résister à l'assaut de La République En Marche, de la France Insoumise, mais aussi de l'extrême droite? Eh bien écoutez, si on en croit l'ambiance qui règne ici en mairie de Lille avec des visages concentrés, rien n'est sûr, c'est bien sûr toute la question, parce que dans le fief de Martine-Aubry, son dauphin, François Lamy, pourrait être largement devancé par le candidat En Marche, c'était le porte-parole d'Emmanuel Macron, donc quelqu'un de connu, mais aussi par le candidat La France Insoumise, puisque c'est ici que Jean-Luc Mélenchon a fait ses meilleurs scores au présidentiel, le Front National est toujours en embuscade, et il y a un adversaire de taille, c'est la division, pas moins de 25 candidats dans cette première circonscription. C'est un record. Barbara est dans la Somme, dans la ville natale d'Emmanuel Macron. À quoi faut-il s'attendre? On retrouve une ex-ministre, un comédien Front National, mais aussi le réalisateur du documentaire Merci Patron, François Ruffin, soutenu par la France Insoumise. Avec 45% au deuxième tour des présidentielles. Donc la bataille va se jouer sur la deuxième place. Là encore, entre, vous avez dit, François Ruffin, c'est l'enfant du pays. Il était de tous les conflits sociaux, notamment avec les Whirlpool. En face de lui, il y a une ancienne ministre socialiste qui a bien du mal à défendre son bilan, mais également un candidat En Marche qui est un élu local, mais aussi un ancien du Parti socialiste. Ça risque donc d'être là aussi assez complexe. Merci à vous, Barbara. On entre à présent, Laurent, dans la dernière ligne droite avant 20h. Plus que 7 minutes avant la révélation, Brice Teinturier nous livrera son premier commentaire politique. Et en attendant, laissez-moi vous présenter nos premiers invités qui réagiront à partir de 20h pile. Pour l'heure, ils n'ont pas le droit de parler, mais à partir de 20h pile, ils font leur entrée, s'ils le veulent bien, sur ce plateau. Il s'agit de Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État chargé du numérique et qui joue une partie de sa survie politique ce soir. Également sur notre plateau viendra Bernard Accoyer, secrétaire général LR, député sortant. Nicolas Beck, vous voyez également dans les couloirs de France Télévisions, qui est arrivé. Il est député européen, secrétaire général du FN. Il est candidat ce soir. Julien Drey pour le Parti socialiste, qui viendra commenter le score du PS ce soir. Enfin, Alexis Corbière, dont on m'a dit qu'il est arrivé également dans nos locaux pour la France Insoumise. Il sera
avec nous. Question importante ce soir, Marine Le Pen confirmera-t-elle son gros score à la présidentielle? Près de 11 millions de Français ont voté pour elle au second tour, c'est un record. Et plus largement, quel est l'enjeu pour le Front National ce soir dans ces législatives? Les législatives, un scrutin traditionnellement défavorable pour ce parti, avec une exception notable. En 1986, le FN avait fait rentrer 35 députés à l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas exactement le même mode de scrutin. Laurent Delahousse vous explique tout ça. Oui Léa, on va maintenant se retrouver sur ce célèbre perchoir de l'Assemblée nationale. On va s'arrêter quelques instants sur une réforme de la vie parlementaire que souhaite mettre en place le président de la République. Outre la réduction du nombre de députés, Emmanuel Macron s'est engagé à insuffler une dose de proportionnelle à l'Assemblée, une réforme qui pourrait être votée dès la première année du quinquennat. Un rappel, sous la 5e, la proportionnelle a été instaurée une seule fois. Par quel président? Par François Mitterrand lors des législatives de 1986. Avec quels résultats et quelles conséquences? Petit retour en arrière, regardez. Vous voyez donc apparaître la nouvelle Assemblée 86. L'autre événement de la soirée, c'est l'entrée spectaculaire du Front National qui obtiendrait 33 sièges. Jean-Marie Le Pen aurait ce soir, grâce à la proportionnelle, aura son écharpe tricolore. Le Front National a donc atteint son premier objectif, battre le Parti communiste. Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, fort de ses 35 députés, pourra donc constituer un nouveau groupe au Parlement. Jean-Marie Le Pen a le sourire lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale. Le sourire de celui qui retrouve la maison, comme il l'appelle. Voilà, et sachez que cette dose de proportionnelle est aujourd'hui réclamée par de nombreux partis, par le Front National, mais également par la France Insoumise, par les centristes du MoDem ou encore par les écologistes et le Parti communiste. Voilà, quel sera le score du Front National ce soir? Réponse dans moins de 4 minutes pour les premières estimations. On sera toute la soirée, vous le savez, au plus près des Français. Et justement, on repart sur l'île d'Ouessant qui se trouve dans la circonscription de Richard Ferrand, ministre, et qui a, Ouessant, aussi la particularité d'être le point le plus à l'ouest de l'Hexagone. Que vont faire les électeurs d'Ouessant? Clément Le Goff est allé à leur rencontre. Effectivement, la température est en train de monter tout doucement ici. Regardez, je vous propose d'entrer dans l'unique bureau de vote de l'île. C'est à la mairie. Et ici, eh bien, l'ambiance est studieuse. Il y a plusieurs tables de dépouillement avec plusieurs habitants de l'île qui sont en ce moment en train de dépouiller. Je vous propose d'aller voir monsieur le maire, monsieur Paluel. Bonsoir, pardon de vous déranger. Comment ça se passe là pour vous? Comment ça s'organise? Écoutez, très bien. Bon, il n'y a pas l'effervescence peut-être habituelle quand il y a au municipal ou des choses comme ça. Mais voilà, ça se passe de manière très naturelle. C'est des électeurs, les habitants de l'île qui se proposent à chaque fois pour compter les bulletins. Puis le bureau de vote est tenu par les élus. Donc c'est une affaire qui roule et on n'a pas de mal à trouver des gens pour venir nous aider. Vous dites pas d'effervescence, mais ici on a davantage voté que sur le plan national, 59% je crois. Comment on explique ça? Écoutez, j'ai du mal à l'expliquer parce que moi le premier, je pensais ce matin, on comptait les électeurs un par un, on dit ça va pas le faire. Et puis après voilà, bon peut-être que dans les candidats, il y a certains qui sont quand même connus ici, peut-être que ça arrive. Voilà. Et alors juste pour terminer, pour l'anecdote, vous me disiez ces bulletins là, ils sont arrivés comment sur l'île? Ils arrivent par la poste, donc la poste c'est par avion quand un avion passe, sinon c'est par bateau, voilà tout simplement. Et donc là l'avion il est passé? Je crois, oui, il fait beau, donc voilà, l'avion il passe pas quand il y a de la brume. Bon, bien, merci beaucoup, voilà, et donc je vous rappelle que Ouessant fait partie de la circonscription que brigue Richard Ferrand, le ministre et député sortant ici. Voilà, 2 minutes avant les résultats. Nos invités se sont installés, nos invités politiques sont à la table avec Léa Salamé, autre personnalité du Parti socialiste qui joue son siège de député. C'est Benoît Hamon, il est candidat dans la 11e circonscription des Yvelines. On retrouve sur place Laurent Desbonnets. Laurent, le candidat à la présidentielle qui a été éliminé au premier tour, joue également une carte importante ce soir. Oui, il peut tout perdre ici, Benoît Hamon, prendre une nouvelle claque électorale ou au contraire rebondir, c'est ce qu'il espère. Il a fait campagne jusqu'au bout pour tenter ici de mobiliser ses supporters, mais ce sera compliqué. Il n'est arrivé que 4e dans son fief et l'enjeu dépasse très largement cette circonscription des Yvelines puisque le score de Benoît Hamon aura aussi un gros impact sur la ligne et donc l'avenir du Parti socialiste.
Merci à vous, Laurent. Je vous présente très rapidement nos invités qui nous ont rejoints ce soir et qui prendront la parole dans 2 minutes, pas avant. Ils n'ont pas le droit de parler avant. Nicolas Bay pour le Front National, Bernard Accoyer pour LR, Julien Drey pour le Parti Socialiste, Alexis Corbière pour la France Insoumise et Mounir Majoubi pour la République En Marche. Bonsoir à tous les 5. Brice Teinturier, plus que quelques secondes avant d'entendre votre premier commentaire, vous avez les chiffres. Vous ne pouvez pas les donner encore. C'est à vous, Laurent. Oui, merci Léa. Nathalie, un mot ce soir. Quel est le mot qu'il faut retenir juste avant ce résultat, quelques secondes avant ce résultat? L'ampleur de la vague. On a dit vague, tsunami, raz-de-marée du côté d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aura la majorité absolue avec ou sans le modem? Deuxièmement, casse limitée ou non pour les Républicains, destruction ou non pour le Parti Socialiste. Et puis finalement, quel score s'est transformé pour la France Insoumise et le parti de Marine Le Pen, c'est-à-dire atteindre le but fatidique d'avoir un groupe à l'Assemblée, soit 15 députés pour chacun. Plus que quelques secondes, 10 secondes avant notre première estimation Ipsos Soprasteria. Voilà, vous allez découvrir ce score, ces résultats, 3 secondes. Il est 20h, en tête de ce premier tour, La République En Marche, Modem, 32,2%. Puis les Républicains, UDI, Divers Droite, 21,5%. Le Front National à 14%. La France Insoumise à 11%. Le Parti Socialiste ne serait ce soir qu'à 10,2%. Autre panneau. On découvre effectivement un parti communiste à 3%, Europe, Écologie Les Verts à 3%. On va maintenant regarder notre première projection.